Il existe un vieux principe dans les relations internationales. On ne peut pas, en même temps, traiter une nation comme un ennemi existentiel et dépendre d'elle pour sa propre survie économique. C'est une impossibilité binaire. Pendant 35 ans, les États-Unis ont défié ce principe avec la Chine. Mais cette semaine, cet équilibre impossible s'est définitivement effondré. Le 28 décembre 2024, la Chine a signé un accord de coopération militaire avec le Venezuela, d'une valeur de 4,7 milliards de dollars. 2 jours plus tard, Janet Yellen a convoqué une réunion d'urgence avec des responsables du Trésor. Le sujet était simple et explosif: comment Washington peut continuer à financer son déficit d'environ 1,7 milliard de dollars, si son deuxième plus grand créancier coopère désormais militairement avec un gouvernement que les États-Unis ont tenté de renverser pendant 23 ans. Pendant 8 ans de travail au FMI, on pouvait observer comment Washington utilisait les institutions financières comme des armes de guerre. Mais jamais, sur toute cette période, on n'avait vu un témoignage d'une contradiction aussi grotesque que celle que nous voyons aujourd'hui. Les États-Unis empruntent chaque année environ 847 milliards de dollars à la Chine. Tout en sanctionnant 140 entreprises chinoises. Tout en stationnant des porte-avions en mer de Chine méridionale. Tout en armant Taïwan avec des systèmes de défense antimissiles d'une valeur de 19 milliards de dollars. Et maintenant, cette même Chine, qui finance le déficit américain, envoie des systèmes de défense aérienne, des radars à longue portée et des technologies de guerre électronique au Venezuela. Un pays à seulement environ 2500 km de Miami. Un pays que les États-Unis ont déclaré, il y a 9 ans, comme une menace extraordinaire. Ce que les médias dominants ne veulent pas que vous sachiez, c'est ceci: la transition a déjà eu lieu. Le monde ne l'a simplement pas encore remarqué. Il faut être parfaitement clair sur ce que les États-Unis ont fait au Venezuela au cours des 2 dernières décennies. En 2002, la CIA a fourni 2,3 millions de dollars de soutien direct au coup d'État contre Hugo Chavez. Des responsables américains ont rencontré des conspirateurs putschistes à l'ambassade des États-Unis à Caracas. Quand le coup d'État a échoué après 47 heures, des documents déclassifiés ont montré que Washington avait approuvé à l'avance la junte militaire. En 2015, Barack Obama a déclaré le Venezuela « menace extraordinaire et inhabituelle » pour la sécurité nationale des États-Unis. Pensez-y un instant. Un pays avec un PIB d'environ 210 milliards de dollars menacerait la plus grande économie du monde, autour de 18 000 milliards. Cette déclaration ne concernait pas la sécurité. Elle constituait le cadre juridique pour des sanctions économiques massives. En 2017, Donald Trump a imposé des sanctions contre le pétrole vénézuélien, bloquant immédiatement environ 7 milliards de dollars de revenus annuels. Les sanctions financières ont interdit au Venezuela l'accès au marché de capitaux américains et ont gelé environ 30 milliards de dollars d'avoirs et d'obligations. En 2019, les États-Unis ont directement saisi Citgo, la raffinerie vénézuélienne sur le territoire américain, évaluée à environ 8 milliards de dollars. Dans le même temps, Washington a bloqué 342 millions de dollars de fonds du FMI destinés au Venezuela pour lutter contre le Covid-19. Alors que l'Italie et l'Espagne recevaient une aide d'urgence, le Venezuela a été exclu. Entre 2017 et 2023, les sanctions américaines ont coûté au Venezuela, selon des estimations, environ 322 milliards de dollars de PIB perdus. Pour mettre cela en perspective, c'est plus que le plan Marshall en valeur actuelle. Les États-Unis ont détruit l'économie vénézuélienne plus sévèrement que la Seconde Guerre mondiale n'a détruit l'Europe. En 2020, le ministère américain de la Justice a inculpé le président Nicolás Maduro pour trafic de drogue et a offert une récompense de 15 millions de dollars pour sa capture. Ils n'ont présenté aucune preuve devant un tribunal international. Ils n'ont demandé aucune extradition formelle. Seulement une accusation politique, destinée à justifier la reconnaissance de Juan Guaidó comme président intérimaire. Un homme qui n'a jamais obtenu une seule voix lors d'une élection présidentielle. Et pendant tout cela, vous savez ce qui s'est passé? Les États-Unis ont continué d'importer du pétrole vénézuélien. Même au plus fort des sanctions, des entreprises américaines ont trouvé des failles légales pour importer, vers 2020, environ 15,8 millions de barils. Washington déclarait une guerre économique tout en entretenant discrètement sa dépendance au pétrole vénézuélien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Janet Yellen a un problème qui la tient éveillée la nuit. Et ce n'est pas l'inflation. Ce ne sont pas les taux d'intérêt. C'est bien plus existentiel que cela. Les États-Unis doivent emprunter cette année environ 1,7 milliard de dollars, simplement pour faire fonctionner le gouvernement.
La Chine détient environ 820 milliards de dollars de bons du Trésor américain. Le Japon en détient environ 1,1 milliard. Mais voici la différence décisive. Le Japon est, de fait, un protectorat militaire américain, avec environ 55 000 soldats américains sur son territoire. La Chine, elle, vient d'envoyer des systèmes militaires à un gouvernement que Washington a tenté de détruire pendant 23 ans. L'ironie peut être expliquée avec une précision mathématique. Les États-Unis dépensent chaque année environ 886 milliards de dollars pour la défense. Parmi ceux-là, environ 634 milliards sont financés par la dette. La Chine achète environ 22% de cette nouvelle dette. Littéralement, la Chine finance donc environ 139 milliards de dollars du budget militaire américain, qui est utilisé pour la contenir dans l'Indo-Pacifique. C'est comme si l'Allemagne nazie avait financé en 1943 la production des chars Sherman. Yellen a essayé 4 stratégies pour sortir de ce piège. Tout échoue. Stratégie 1, diversifier les acheteurs d'obligations vers des investisseurs privés. Problème, les fonds de pension privés détiennent déjà environ 3,2 000 milliards de dollars de dette américaine. Ils sont saturés. Ils ne peuvent pas absorber le tsunami à venir de 1,7 000 milliards par an. Stratégie 2, faire pression sur les alliés européens pour augmenter leurs achats. Problème, l'Union européenne entre en récession, avec une croissance autour de 0,4%. L'Allemagne, locomotive économique, a reculé en 2023 d'environ 0,3%. Ils n'ont pas de capital excédentaire pour financer le déficit américain. Stratégie 3, convaincre la Chine que conserver des bons du Trésor est un bénéfice mutuel. Problème, en mars 2024, la Chine a vendu des bons américains pour environ 53 milliards de dollars, sa plus grande vente en 5 ans. Elle n'achète pas le récit de Yellen. Stratégie 4, menacer de sanctions secondaires toute nation qui aide le Venezuela. Problème, cela inclurait des sanctions contre la Chine. Et c'est précisément ce que Washington ne peut pas se permettre, pendant que la Chine finance son déficit. Voici ce que les médias dominants ne vous diront pas. Les États-Unis font face à ce que les économistes appellent un piège terminal. Ils doivent imprimer des dollars pour financer leur déficit. Mais chaque dollar imprimé dévalorise la réserve que les autres pays détiennent. Et, à terme, ces pays cessent d'accepter des dollars. Nous sommes à ce point de bascule. L'accord militaire entre la Chine et le Venezuela, à 4,7 milliards, ne concerne pas seulement des systèmes d'armes. C'est Pékin qui envoie un signal à Washington. Nous n'avons plus peur de votre pouvoir financier, parce que nous ne dépendons plus de votre système. Et voici le retournement délicieux. Les États-Unis ne peuvent rien y faire. Ils ne peuvent pas sanctionner la Chine sans faire s'effondrer leur propre crédibilité financière. Ils ne peuvent pas envahir le Venezuela sans admettre que l'hégémonie du dollar est terminée. Ils ne peuvent pas négocier, parce qu'ils ont passé 23 ans à tenter de détruire le gouvernement vénézuélien. On ne déclare pas la guerre à son propre banquier. C'est le principe que les États-Unis ont oublié. Et maintenant, ils apprennent la leçon de la manière la plus humiliante. À ce stade, il est important de mentionner John Mearsheimer, professeur de sciences politiques à l'Université de Chicago, et l'un des principaux théoriciens réalistes vivants. Depuis 30 ans, Mearsheimer soutient que les grandes puissances rivalisent inévitablement pour l'hégémonie régionale. Et que la tentative de maintenir une domination globale est stratégiquement insoutenable. Dans son ouvrage sur la tragédie de la politique des grandes puissances, il a identifié exactement ce scénario. Une puissance hégémonique qui étend trop sa portée militaire, tout en dépendant économiquement de son principal concurrent. Il a appelé cela le dilemme de l'interdépendance asymétrique. En 2014, Mearsheimer disait que les États-Unis commettaient l'erreur classique des empires en déclin, confondre domination militaire et puissance structurelle réelle. Il citait des exemples historiques. La Grande-Bretagne, en 1910, avait la plus grande marine du monde, mais a perdu sa position de centre financier global. L'Empire ottoman contrôlait d'immenses territoires en 1880, mais avait perdu sa capacité à projeter une puissance économique. Stephen Walt, de Harvard, a ajouté une dimension décisive avec sa théorie de l'équilibre des menaces. Les nations ne s'allient pas par idéologie, mais en fonction des menaces perçues. Le Venezuela et la Chine ne partagent pas le même système politique. Ils s'alignent parce que tous deux sont exposés à l'agression économique américaine. Jeffrey Sachs, ancien conseiller du FMI, a décrit les sanctions américaines comme une guerre économique, qui cause plus de souffrances civiles que des bombardements, mais sans responsabilité juridique internationale.
Sachs a calculé que les sanctions contre le Venezuela ont provoqué, entre 2017 et 2020, environ 40 000 décès liés à la sous-alimentation et à des maladies évitables. La théorie l'avait prédit. Des universitaires avaient averti. Washington a ignoré chaque avertissement, parce qu'il croyait que la puissance militaire compenserait une faiblesse financière structurelle. Il se trompait. L'ordre mondial que nous connaissons depuis 1960 repose sur deux piliers fondamentaux. Cette semaine, les deux tremblent en même temps. Pilier numéro 1. Le système du pétrodollar. Après l'abandon de l'étalon or en 1971, Henry Kissinger a négocié un accord avec l'Arabie Saoudite. Tout le pétrole mondial serait vendu exclusivement en dollars américains. En échange, les États-Unis offriraient une protection militaire au royaume saoudien. Cet accord a forcé chaque nation à détenir des réserves de dollars pour acheter de l'énergie. Pendant 52 ans, ce « tour de magie » a permis aux États-Unis d'imprimer de l'argent sans inflation intérieure immédiate, parce que la demande mondiale de dollars absorbait l'excès. Washington a financé des guerres, de l'Irak à l'Afghanistan, en imprimant simplement davantage de dollars que le monde devait accepter. Mais le 28 décembre 2024, ce pilier s'est fissuré visiblement. La Chine vient de sécuriser l'accès au pétrole vénézuélien sans utiliser le dollar. Les transactions seront réglées en yuan ou via du troc direct. De la technologie militaire chinoise contre des barils de brut vénézuéliens. Le Venezuela produit actuellement environ 700 000 barils par jour, avec un potentiel de 1,5 million grâce aux investissements chinois. Cela représente environ 450 millions de barils par an qui sortiront du système du pétrodollar. À 80 $ le baril, cela fait environ 43,7 milliards de dollars de transactions énergétiques annuelles qui n'auront plus besoin de dollars américains. Et cela doit être multiplié. L'Iran vend environ 1,3 million de barils par jour à la Chine en yuan. La Russie vend environ 2,1 millions de barils par jour à la Chine et à l'Inde, dont environ 40% sans dollars. L'Arabie Saoudite a accepté, pour la première fois en mars 2023, le yuan dans un accord avec la Chine d'environ 65 milliards. Nous vivons, en temps réel, la dédollarisation du marché mondial de l'énergie. Pilier numéro 2, les bons du Trésor américain comme actifs de réserve, sans risque. Ce pilier reposait sur l'idée que les États-Unis ne feraient jamais défaut, parce qu'ils pouvaient imprimer leur propre monnaie. Les banques centrales mondiales détiennent environ 7,1 000 milliards de dollars en obligations d'État comme soutien à leur monnaie. Mais voici le problème. La Chine réduit activement ses avoirs. En 2013, elle détenait environ 1,3 000 milliards de dollars de bons américains. Aujourd'hui, environ 820 milliards. C'est une réduction d'environ 480 milliards. Une baisse d'environ 36% en 11 ans. Où va cet argent? Vers l'or. La Chine a augmenté ses réserves officielles d'or d'environ 1045 tonnes en 2013 à environ 2262 tonnes en 2024. C'est une hausse d'environ 114%. Mais ce n'est que l'or officiellement déclaré. Des estimations indépendantes suggèrent que la Chine a accumulé, en plus, environ 4000 tonnes via des importations privées. Le message est clair. La Chine remplace des actifs libellés en dollars par des actifs physiques que les États-Unis ne peuvent pas dévaluer par la planche à billets. Et maintenant, les BRICS entrent en scène comme système alternatif. En août 2023, les BRICS sont passés de 5 à 11 membres. Dans l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie et l'Argentine. Ces 11 nations représentent environ 36% du PIB mondial et environ 47% de la population mondiale. Elles construisent une infrastructure financière parallèle. La nouvelle banque de développement à Shanghai, avec 100 milliards de capital. Le système chinois de paiement interbancaire transfrontalier, qui traite environ 80 milliards de dollars par an. Le système financier russe SPFS, qui relie 556 institutions dans 20 pays. Le Brésil et la Chine viennent de conclure leur première transaction commerciale directe en monnaie locale. Environ 1 milliard de dollars de commerce sans toucher le système bancaire américain. L'Inde et la Russie commercent en roupies et en roubles. La Turquie utilise la livre avec la Russie et l'Iran. Si cette analyse vous plaît, si ce type d'information brute vous est utile, abonnez-vous maintenant à la chaîne. Rejoignez des milliers de personnes qui s'éveillent à la réalité non filtrée des relations internationales. Cliquez sur « J'aime » si vous voulez voir davantage de contenu de ce type, que les médias dominants ne vous montreront jamais. Et dites-moi en commentaire depuis quelle région du monde vous regardez,
Et quelle perspective cela vous donne sur cette transformation géopolitique massive? Parce que voici la vérité, ce qui se passe n'est pas une théorie académique ni une analyse abstraite. Cela influence votre vie directement, maintenant. Et cela va s'intensifier dramatiquement au cours des 18 prochains mois. Chaque fois qu'un pays réalise une transaction énergétique sans dollars, la valeur des réserves mondiales en dollars baisse légèrement. Et cette baisse se traduit par de l'inflation importée pour chaque pays qui dépend encore du système du dollar. Votre nourriture coûte plus cher. Votre carburant coûte plus cher. Vos importations coûtent plus cher. Les États-Unis seront face à une décision impossible. Soit laisser le dollar se déprécier progressivement, ce qui signifie une inflation intérieure de 6 à 8% par an. Soit augmenter les taux pour défendre le dollar, ce qui signifie une récession profonde et un chômage pouvant atteindre 18%. La Réserve fédérale est déjà coincée dans ce piège. Elle ne peut pas augmenter les taux, parce que cela ferait s'effondrer le marché immobilier et augmenterait le coût du service de la dette jusqu'à environ 1,2 milliard par an. Elle ne peut pas non plus baisser les taux, parce que cela accélérerait la fuite du capital hors des bons du Trésor. Alors, que fait le citoyen moyen? D'abord, comprenez que votre épargne en monnaie fiduciaire perd du pouvoir d'achat. Ensuite, diversifiez-vous vers des actifs qui ne peuvent pas être dévalués par l'impression monétaire, matières premières, métaux précieux, compétences transférables. Puis, construisez une résilience locale, parce que les chaînes d'approvisionnement mondiales deviendront plus chères et moins fiables. Mais surtout, restez informés avec des sources indépendantes, comme cette chaîne, qui n'ont aucun intérêt à masquer la réalité derrière une propagande patriotique. Parlons maintenant de la façon dont cela touche directement votre portefeuille. Si la Chine et le Venezuela commercent en yuan, si la Russie et l'Inde commercent en roubles et en roupies, si l'Arabie Saoudite accepte le yuan pour le pétrole, chacune de ces transactions réduit la demande mondiale de dollars. Économie de base, quand la demande baisse, le prix baisse. Un dollar plus faible signifie que tout ce que vous apportez de l'extérieur de votre région devient plus cher. Votre iPhone. Votre ordinateur portable. Les composants électroniques de votre voiture. Les engrais agricoles. Les médicaments brevetés. Les économies qui importent massivement des biens industriels de Chine et d'autres régions ressentiront cet effet. Si, dans les 2 prochaines années, le dollar perd 15%, comme le projettent plusieurs économistes, ces importations coûteront immédiatement 15% de plus. Et cela se traduit directement par des prix plus élevés dans les supermarchés. L'Argentine l'a déjà vécu. Quand sa monnaie s'est effondrée en 2018 à 2019, les prix alimentaires ont augmenté d'environ 54% en 18 mois. Les salaires n'ont pas suivi. La classe moyenne a été décimée. Mais voici l'espoir caché dans cette transition. Un monde multipolaire n'est pas contrôlé par une seule superpuissance. Cela signifie que les petites et moyennes nations ont plus de marge de manœuvre. Plus d'options pour choisir des partenaires commerciaux. Plus de pouvoir de négociation. Chaque pays peut vendre ses ressources à celui qui offre le meilleur prix. Le système unipolaire obligeait les pays à accepter des conditions dictées depuis Washington. Des accords commerciaux qui détruisaient les industries locales. Des privatisations forcées de ressources nationales. Des dettes du FMI avec des politiques d'austérité dévastatrices. Un système multipolaire offre de vraies alternatives. Si un pays a besoin d'investissements en infrastructure, il peut choisir entre la Banque mondiale avec des conditions politiques, ou la Banque des BRICS sans conditions. S'il a besoin de financement, il peut choisir entre le FMI avec une austérité imposée, ou des crédits chinois sans exigences idéologiques. Cela ne signifie pas que la Chine ou d'autres puissances sont bienveillantes. Cela signifie que la concurrence entre puissances mondiales crée de l'espace pour que les nations plus petites négocient de meilleures conditions. Pendant 75 ans, de nombreuses régions du monde ont vécu sous la domination d'une superpuissance. Ce système signifiait une souveraineté limitée, des interventions occasionnelles, et une exploitation économique institutionnalisée. Un ordre plus multipolaire ne garantit pas la justice. Mais il garantit qu'aucune puissance ne peut agir avec une impunité absolue. Restez attentifs. Restez informés. Et souvenez-vous, les changements qui semblent soudains se construisent généralement pendant des décennies sous la surface. Ce dont vous êtes témoin n'est pas le début d'un effondrement. C'est le moment où l'effondrement devient visible. Vous assistez à la réorganisation des fondations de l'ordre mondial. Cette réorganisation sera chaotique. Elle sera douloureuse. Mais elle créera aussi des opportunités qui n'ont pas existé depuis 3 générations.
La question n'est pas de savoir si le système va changer. Il change déjà. La vraie question est, serez-vous prêt, quand votre région devra choisir entre s'aligner sur un empire en déclin, ou participer à un ordre multipolaire en ascension ?